Donc, Fabien Camporelli, enseignant de PS et sociologue, et qui nous fait le plaisir de venir de Lille pour évoquer le sujet des collaborations entre professeurs des écoles et maîtres nageurs sauveteurs, enseigner la natation à l'école primaire. Je vais lui donner la parole. Le format est celui-là. Un temps de présentation du communicant et puis un temps d'échange ensuite sous forme de questions-réponses avec la salle, ce qui nous fera terminer autour de 12h15, 12h30. Merci Céline. Pour démarrer, donc, je vais d'abord te remercier de m'avoir fait venir ici dans cette belle région que je connais à peine. Comme vous pouvez le voir sur la première slide, je viens du Nord, comme mon nom l'indique. Donc je remercie Céline, je remercie Luc pour leur accueil, et puis c'est toujours très sympathique de nous donner l'occasion de parler de nos travaux en dehors de l'entre-soi de la recherche et de pouvoir échanger avec des praticiens. D'ailleurs, j'ai l'honneur de discuter en présence d'experts de l'éducation, de l'enseignement et du savoir nager. Vous me pardonnerez certaines maladresses, peut-être certaines imprécisions, peut-être voire même des bêtises, mais on aura l'occasion d'en rediscuter au cours des échanges. Alors, peut-être que le titre va vous faire peur, PEMNS. Alors, vous inquiétez pas, je vais beaucoup parler de natation, un peu moins de cette relation PEMNS. Je vais quand même l'évoquer, mais je vais l'évoquer de manière un petit peu en contournant les choses et en ayant pour dénominateur commun véritablement l'enseignement de la natation. On a parlé tout à l'heure des noyades. Alors simplement, petite digression par rapport à ma présentation concernant. Alors d'abord, la présentation, donc je viens de Lille. J'appartiens à la faculté des sciences du sport et de l'éducation physique, mais qui s'est regroupée avec la santé. Et je suis rattaché à un laboratoire qui s'appelle l'UREFS pour sport, santé et société. J'ai deux objets d'études. J'ai un objet d'étude qui se rapproche, qui concerne la sociologie des professions et en particulier la sociologie des groupes professionnels, puisque mes travaux portent sur le métier de maître nageur sauveteur, comment ce métier s'est construit, s'est institutionnalisé, s'est développé. Et puis j'ai une autre casquette plutôt sur les sciences de l'intervention qui est relatif à des travaux sur justement l'éducation aquatique par rapport à deux recherches en cours. Une recherche qui s'appelle ALPHAC, François Potvin vous en parlera cet après-midi, qui consiste à scanner une population d'élèves, voir un petit peu quel est leur savoir nager sur 8 pays européens pour en tirer derrière des préconisations. Et là, on va attaquer une deuxième recherche où on va mesurer le niveau du savoir nager des élèves du département de Seine-Saint-Denis et qu'on va comparer à la moyenne nationale. Donc là, voilà. Donc on voit bien aussi la prégnance de l'évaluation à notre époque. Une petite digression par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure. Par rapport à ce qui concerne les noyades, attention, dans mes travaux, j'ai aussi, puisque au sein de l'UREF, je travaille aussi sur une notion qui s'appelle la vulnérabilité. C'est un petit peu l'axe de recherche du laboratoire. Et donc, dans la vulnérabilité, eh bien, il y a noyade, aisance aquatique, savoir nager, et politique publique derrière ces notions de savoir nager. Et donc, dans les noyades, j'ai reconfiguré, j'ai retravaillé un petit peu l'épidémiologie de Santé publique France et à l'aune d'un cadre théorique de l'International Life Saving Association qui met en place 4 facteurs causaux de la noyade. Et là, on a une autre vision aussi de ce qu'est la noyade, en sachant que, par rapport à ce que disait Madame l'inspectrice générale, on se noie parce que l'on ne sait pas nager, mais l'on se noie aussi parce que l'on sait nager. Il y a beaucoup plus de décès par noyade parce que l'on sait nager, donc ça c'est de l'arithmétique tout simplement. Et donc ce qui suppose derrière d'envisager peut-être l'éducation aquatique autrement. Et que plutôt se dire en même temps que savoir nager pour se sauver, peut-être aussi partir de la réflexion de que nous apprend, que nous disent les noyades,
du savoir nager. Alors, pour le coup, j'ai fait une conférence là-dessus, Que disent les noyades sur le savoir nager. Donc, vous pourrez trouver ça, je crois, sur YouTube. C'était une conférence que j'avais fait au CRAFS de la Réunion il y a 2 ans. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller regarder ça. Ensuite, concernant l'apprentissage de la natation et son environnement. Il y a une étude de Brenner, qui est un chercheur australien en 2009, qui montre que, si ma mémoire est bonne, 60% des parents considèrent qu'ils savent bien nager et que 80% des enfants considèrent qu'ils savent bien nager. Et quand on teste après ce qu'ils savent véritablement faire, on s'aperçoit qu'effectivement, que les parents, ils sont à peine 20% à savoir nager et les enfants n'en parlons pas. Donc il y a une espèce de survalorisation de ces compétences qui fait que ça peut derrière entraîner forcément l'accident. Donc ça a une incidence bien évidemment sur l'apprentissage de la natation. Il y a Langendorfer, qui est un chercheur américain, qui en 1995 a montré également, et ça c'est un peu la réponse par rapport à la question qui a été posée, qui renvoie à la question des compétences. Une compétence, c'est gérer une situation imprévisible par rapport à une réponse de son choix, c'est-à-dire être capable aussi de faire un choix à un moment donné. Et donc, ça a des incidences sur comment j'enseigne la natation, et Langendorfer indique bien que le savoir nager dépend d'un moment donné. Je sais ce que je savais faire à 20 ans, je ne sais plus le faire aujourd'hui, malheureusement. D'accord ? Donc on sait nager par rapport à un moment donné de son existence. Et donc ça aussi, ça doit être inclus dans l'apprentissage de la natation, cette conscientisation que mon niveau de pratique, une compétence qui ne s'entretient pas, elle se perd. Et donc que mon niveau de pratique, il est évolutif en fonction de est-ce que je suis actif dans ma vie de tous les jours ou pas, etc. etc. Et donc ça doit intégrer aussi le système éducatif. Voilà, je clôt la parenthèse, je tenais à signaler ça. Et puis ensuite, les politiques publiques, le troisième point sur lequel on travaille, qui également est important, et je vais un peu l'évoquer d'ailleurs dans ce que j'ai montré ici. Donc, pour la présentation, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que l'aisance aquatique et le savoir nager, qui est un savoir qui doit être enseigné, qui est obligatoire, notamment en milieu scolaire, il se déroule dans un lieu qui généralement dépend du territoire, puisque les piscines, 90% du parc des piscines sont détenues par les collectivités territoriales, qui sont enseignés par un professeur des écoles, quand je parle du premier degré, et ce professeur d'école peut être assisté par des professionnels réputés agréés, selon la dernière circulaire de 2017, ou par des bénévoles qui vont avoir le statut, qui vont être agréés également en fonction d'un petit stage qu'ils font. Donc il y a tout un ensemble, mais ça vous le savez mieux que moi, donc il y a tout un ensemble de dispositions et d'organisations qui font que l'enjeu de l'enseignement de la natation, il est partagé, comme le lieu. Donc l'enseignement est partagé par des professionnels qui sont à la fois des maîtres nageurs sauveteurs, qui sont sur leur lieu de travail, et puis des professeurs des écoles, et qui, eux, ont pour objectif, j'ai dit transcender, c'est peut-être un peu fort comme verbe, mais enfin bon, qui doivent dépasser aussi l'enjeu du savoir nager pour se sauver, pour aller vers une natation plus epécienne, avec des enjeux de je construis une citoyenneté, le nageur citoyen, pourquoi pas, des enjeux de solidarité, j'en passe et des meilleurs. Et donc, il y a cette percussion qui pourrait se dérouler entre des maîtres nageurs et puis des professeurs des écoles ou leur entourage, que ce soit des conseillers, des inspecteurs. Et donc, la question que je me suis posée pour avoir ce dénominateur commun autour de la natation, c'est de me dire, est-ce que ce n'est pas cette collision, cette tension qui peut se dérouler entre ces groupes professionnels, est-ce que ce n'est pas une histoire de conception de l'enseignement de natation, fruit d'une histoire, parce que c'est toujours situé ces choses-là, donc fruit d'une histoire, fruit d'une doctrine professionnelle qui serait peut-être différente, voire divergente. Et donc, je vais vous proposer de voyager à travers l'histoire pour essayer de mieux comprendre ça, en sachant que je ne suis pas un historien, mais généralement, les sociologues convoquent l'histoire pour mieux comprendre les choses. Deuxième point, est-ce que ce n'est pas aussi une histoire de collaboration dans les sciences du management, dans la sociologie des organisations? Le terme collaboration, ça veut dire quelque chose, c'est un concept aussi. Et puis il y a cette notion de coopétition, c'est-à-dire des groupes professionnels, forcément ça s'oppose.
Il ne peut pas en être autrement, parce qu'il y a un territoire à préserver, il y a un territoire à construire. Et donc, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une situation comme celle-là, de coopétition? Et donc là, je vais vous proposer, mais très rapidement, parce que là, on va moins parler de natation, donc peut-être que ça vous intéressera moins. Si jamais vous êtes intéressé, il y a un article qui s'appelle « Le partage des eaux ». Vous allez sur Google, Camporelli, le partage des eaux, et vous tomberez sur cet article-là. Et puis enfin, je vais vous parler d'identité d'action. C'est Cécile Robert qui parle de ce concept-là, qui renvoie à la notion d'expertise. Et donc, ces identités d'action, quelles sont-elles chez les maîtres nageurs sauveteurs? Quelles sont-elles chez les professeurs des écoles? Et est-ce que ça peut se rapprocher? Mais ça, même chose, je conclurai sur cette dimension-là. Voilà ce que je voulais vous dire, en sachant qu'une conception, ce sont les idées de ce que l'on fait, les idées qu'on a sur quelque chose, sur un objet en particulier, et qui débouchent justement sur des manières de faire, des manières d'exercer son métier. Et donc, ça me semble aussi important de parler de conception. Alors, en guise de préambule, je me suis amusé, c'est une passion, donc c'est du jeu forcément. Je suis parti d'un concept de Fredson, qui est un sociologue qui a travaillé sur la profession, les professions médicales, et puis il a sorti cette notion de dominance professionnelle. Et donc la dominance professionnelle, eh bien, c'est ce qui permet d'étudier les relations entre groupes professionnels, donc professeurs des écoles versus maîtres nageurs, par exemple, et justement de voir eh bien, quelles sont ces relations et quels sont les écarts entre ces professions. Et donc, pour regarder la dominance professionnelle d'un groupe professionnel, eh bien, on regarde leur littérature, la littérature professionnelle, en sachant qu'une profession, c'est un groupe professionnel qui a la capacité de transformer ses savoirs professionnels, qui sont plutôt des savoirs d'action, en des savoirs scientifiques. D'accord ? D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le savoir nager avec des recherches comme ALPHAC ou d'autres, on transforme véritablement ce qui au départ relevait de savoir professionnel en quelque chose qui va se scientifiser, d'accord, avec publication scientifique à l'appui. Et donc, quand on regarde la revue de littérature, j'ai regardé, alors j'ai sorti tout ce qui était revue professionnelle, tout ce qui était BNSSA, SB, tout ce qui était revue scientifique. J'ai pris uniquement des ouvrages qui ont été publiés et qui ont une certaine audience auprès des professionnels, que ce soit les maîtres nageurs, que ce soit les professeurs des écoles ou autres. Et donc j'en ai relevé 266 qui partent de Montaigne, qui parlent de natation, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, 2022. Et donc on voit au travers du temps, et regardez dans ce document, regardez, vous voyez, il y a j'ai mis les professions des gens qui ont publié. Médecins, politiciens, scientifiques, etc., maîtres nageurs, professeurs d'éducation physique, donc j'ai relevé leur profession. Et puis derrière, donc, alors, regardez aussi un petit peu, alors, il y a un document qui est extraordinaire, c'est celui de Thévenot, d'accord, l'art de nager. D'entrée de jeu, il vous dit que nager, ses premières phrases, ça commence par ça, c'est équilibre, respiration, propulsion. C'est pas Raymond Cateau, 68, hein. On est en 1680, enfin, le bouquin est sorti en 1678. D'accord ? Deligny, maître nageur, qui est aussi un grand, je dirais, diffuseur de la natation. Paul Blache, maître nageur, ERP, équilibration, respiration, propulsion, et qui lui insiste sur le niveau de natation des maîtres nageurs. Le maître nageur, c'est celui qui a le meilleur niveau de natation. Il est au-dessus des autres. Il rejoint un petit peu Hébert dans ses propos, qui suit derrière. Paul Bulck, je ne vais pas trop m'appesantir dessus parce qu'on va beaucoup en parler. Et puis, regardez, on arrive tout doucement les années 60, 70, là, il y a vraiment une explosion, comme par hasard. On est plutôt sur des profs d'éducation physique. Il semblerait qu'ils prennent le pouvoir. Menot, Vivençant, Raymond Cateau, etc. Même si certains sont partis du côté de Jeunesse et Sport, mais rappelez-vous, à l'époque, les profs de paix sont gérés par Jeunesse et Sport. On est dans les années 80. Là, on commence à avoir une scientifisation, les STAPS qui arrivent, qui commencent aussi à aborder la thématique. Je pense au binôme Pelayo-Cholet. Et puis, dans les années 2000, on ne parle pas forcément que de l'enseignement natation. Il y a aussi des ouvrages, notamment le BIAN, sur la surveillance, sur la sécurité, etc., etc. Donc, de tous ces ouvrages-là, eh bien, j'en ai fait un petit test statistique. Et puis, alors, vous voyez, là, c'est un test 1,2, ça veut dire qu'il y a une relation de dépendance entre les deux variables que sont des périodes données par rapport aux professions. Et donc, on s'aperçoit que
c'est très significatif. Les périodes avec les différentes conceptions de natation, eh bien, elles sont liées à des professions qui vont dominer certaines périodes. Et donc, quand vous regardez avant 1800, on est plutôt sur des médecins, des scientifiques, en sachant que, bon, c'est très loin des préoccupations, le savoir nager. Alors, les périodes, très rapidement, pourquoi j'ai mis ces dates-là? Parce que 1800, ça va être le début je dirais, des maîtres nageurs modernes. 1801, 1884, c'est entre le premier diplôme de maître nageur et la première piscine couverte chauffée, piscine Château-Landon à Paris, créée en 1884. 1885-1927, de la première piscine couverte chauffée, 1927, création de l'Association des professeurs de natation de France. Ils ne s'appellent pas maître nageur. Ils veulent s'appeler professeurs et ça va avoir une incidence particulière. 1928, 1953, 1953, c'est le premier examen de maître nageur sauveteur moderne. 54-85, donc 85, c'est la création du BESAN, où là aussi ça va être une révolution dans l'Anderno de la natation. 86-2021, c'est la période actuelle du BESAN à aujourd'hui, avec la démultiplication des formations qui permettent d'accéder au titre de MNS, notamment avec l'universitarisation de ces formations-là. Et donc on voit que chaque époque a une profession qui domine. Donc on passe des scientifiques médecins aux militaires. Ça rejoint aussi un peu l'histoire de l'éducation physique. Une fois que les piscines sont, je dirais, créées, logiquement, ce sont les MNS qui publient le plus. Étrangement, entre 1927 et 1953, ce sont des champions, type Johnny Westmuller, qui est dans le bouquin une répercussion impeccable, où il vous montre comment respirer. On met un grand saladier, on met de l'eau, et puis on fait des bulles dans le saladier. Ce bouquin-là a eu un impact extraordinaire. Et 54-85, c'est l'ère de l'éducation physique. Et donc là, c'est les enseignants d'EPS qui, très largement, vont s'imposer sur les publications professionnelles autour de l'enseignement de natation. Et puis 86-2021, c'est plutôt l'arrivée des staffs, les chercheurs, qui eux aussi vont largement s'imposer sur les publications. Voire même des publications, quand je parle de Pascal Lebien, c'est aussi pour vous montrer la scientifisation, y compris même de la surveillance, c'est-à-dire que Pascal Lebien va convoquer ce qu'on appelle les syndyniques, c'est-à-dire les sciences du danger, et donc il va scientifiser un savoir qui n'est même pas enseigné dans la formation de maître nageur sauveteur, celui de la surveillance. D'accord ? Donc voilà un petit peu comment la perception avec le recul historique que l'on peut avoir sur cette dominance professionnelle en guise de préambule qui me semble être assez intéressant de mettre ça en place pour qu'on comprenne un petit peu l'histoire parallèle entre des maîtres nageurs, des professeurs des écoles et comment à un moment donné cette éducation nationale et les maîtres nageurs sauveteurs vont vivre soit de manière parallèle, soit se confondre, soit se croiser, soit s'opposer, etc., etc. Donc on va aller maintenant sur cette idée de conception et donc de voyager à travers cette histoire. Alors attention, je vais faire parfois quelques flashbacks, j'espère que vous me suivrez, si jamais il y a un petit souci, vous levez la main, il n'y a pas de problème, je reviendrai. Et donc sur cette histoire de doctrine professionnelle concernant la natation et comment l'aperçoivent les maîtres nageurs, comment eux ils perçoivent qu'est-ce que c'est savoir nager, comment on l'enseigne, et puis les professeurs des écoles, via l'éducation nationale, qu'est-ce que savoir nager et comment on l'enseigne. Alors, des différences de conception pourraient expliquer ce qui pourrait être parfois, en tout cas dans l'histoire, il y a eu des oppositions entre les maîtres nageurs et les professeurs des écoles. Alors, premièrement, qu'est-ce que l'on peut dire ? En 1884, il y a la création, je l'ai dit, ce qu'on appelle des piscines à eau tempérée. Eau tempérée, c'est 18 degrés. Ce n'est pas le 27 degrés d'aujourd'hui. Donc quand on parle piscine couverte chauffée, c'est de l'eau à 18 degrés. Les gamins allaient dans l'eau, des leçons de 20 minutes à 18 degrés. D'accord ? Et donc, création de piscines. Et donc, s'il y a des piscines, il y a donc des enfants qui vont dans l'eau, a priori, il y a des baignades. Donc, il y a de l'enseignement de natation. Et donc, il va y avoir des maîtres nageurs, bien évidemment. Et c'est à partir de ce moment-là, et ça a été repéré dans la littérature, il va y avoir deux méthodes qui vont se dégager, une méthode dite analytique et une méthode globale. La méthode analytique, et c'est ce qui va traverser toute l'histoire de l'enseignement de la natation. La méthode analytique, c'est considérer que l'homme ne flotte pas naturellement.
La méthode globale, c'est considérer que l'homme flotte naturellement. Alors, là-dedans, il y a une vérité scientifique qui date de Mathusalem, hein, c'est Eureka, dans la baignoire, hein, j'ai perdu le nom du philosophe grec qui a trouvé la poussée d'Archimède, Archimède, voilà. Et donc, tout simplement, quand vous êtes en position verticale dans l'eau d'inspiration forcée, la ligne de flottaison va se retrouver chez un individu moyen, eh bien, entre la ligne des cheveux et puis vos sourcils. Donc, vous flottez, certes, mais vos voies respiratoires sont immergées. D'accord ? C'est ce qui fait que l'homme, contrairement au quadrupède, c'est ce qui fait que l'homme doit apprendre à nager. Il est évident que si on avait flotté ici, les conceptions de l'enseignement de la natation auraient été tout autres, bien évidemment. D'accord ? Et donc, par rapport à la fin du XIXe siècle, eh bien, il y a des gens qui vont considérer que l'homme flotte, et d'autres qui vont dire non, non, l'homme ne flotte pas. Et à partir de là, vous allez avoir tout un tas de conceptions, mais les conceptions, en fait, elles ne sont pas 15, il n'y en a pas 15, il n'y en a pas 20, il n'y en a pas 30, en fait, elles se tournent autour de deux voies de type d'enseignement. Vous allez voir que parfois, en plus, ces deux voies, parfois se rejoignent. Et donc, il va y avoir au début du XXe siècle, il va y avoir pour la première fois en France et dans le monde, il va y avoir une conception qui va être publiée, qui va être diffusée, avec une méthodologie bien précise, bien écrite, qui va permettre, d'accueillir des élèves par grand flux, en masse. Ça va être la première fois qu'on va massifier l'enseignement de l'école. C'est la première fois où, depuis 1879, il y a un décret qui impose la natation obligatoire à l'école, sauf qu'on ne pouvait pas l'enseigner faute de piscine. C'est la première fois, donc 50 ans plus tard, qu'enfin ce décret est rendu applicable. Parce qu'à Tourcoing, on construit une piscine couverte et chauffée, avec de l'eau à 18 degrés. Et puis, il y a quelqu'un, je vais vous raconter un petit peu son histoire et comment il s'y est pris, il y a quelqu'un qui, effectivement, a imaginé, effectivement, une manière d'enseigner la natation. Et puis, du côté des maîtres nageurs, que je mets en vert, il faut savoir qu'il y a un décret du 13 août 1804 qui dit la chose suivante, je lis le verbatim, « L'art de la natation fera partie de l'éducation de la jeunesse dans les lycées et les écoles secondaires. Les leçons de natation seront données aux élèves par les maîtres nageurs connus sous les yeux des maîtres d'école et les garçons de salle. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de diplôme de maître nageur, mais il y a des enseignants qui connaissent des gens qui savent nager, qui savent apprendre à nager, et on va leur faire confiance. Donc on voit une espèce de délégation de l'enseignement de la natation à des gens qui s'improvisent pratiquement maître nageur sauveteur. Et ça, c'est un décret qui le signale. Et puis en 1927, donc je vais à la fin de cette période-là, naissance de la PNF, leur mot d'ordre, il faut savoir que ce sont des gens en Bretagne, il y avait la Société humaniste des sauveteurs bretons. Les maîtres nageurs sont des héritiers, à la fois des sauveteurs bretons, ils sont les héritiers des bateliers. Donc voilà, les maîtres nageurs, c'est un petit peu ils sont la conjonction de plusieurs anciennes professions comme ça. Et donc, c'est éducation, courage, abnégation. Et ce sont des autodidactes de la natation. Je vous ai vu, hein, ils ont pas mal publié. Ils dominent à un moment donné la publication dans ce monde-là. Et ils veulent faire de leur art une profession. Et donc, ils vont mettre en place une doctrine du nager sauvé qui va être hyper importante. C'est quoi la doctrine du savoir nager ? C'est la thèse. Alors là, je ne vais pas partir parce qu'il faudrait qu'on revienne sur ce qu'on appelle la notion des risques. Et donc, la sociologie des risques, je n'ai pas le temps de repasser par là. Mais simplement, le nager sauvé, c'est concevoir c'est mettre en place la thèse du non-nageur. C'est-à-dire que le non-nageur, pointe la noyade comme un accident qui relève d'une responsabilité individuelle. Si tu t'es noyé, c'est de ta faute, tu ne savais pas nager. Et la surveillance, eh bien, ça pointe du doigt la notion de responsabilité collective. Donc, l'État va reprendre la théorie des maîtres nageurs sauveteurs de la PNF, c'est-à-dire que depuis 1933 et la noyade de Gien, grosse noyade, 19 gamins qui décèdent, d'accord ? D'ailleurs, l'État est très réactif suite à des noyades, ce qui s'est passé récemment avec la conférence de consensus et suite à la triple noyade de Chalon-sur-Saône, où une fratrie décède à Chalon-sur-Saône. Et donc, par rapport à ça, donc, il y a cette thèse
qui devient une doctrine, c'est que la natation, c'est un objet social, et que cet objet social doit s'enseigner, et il doit être surveillé. La surveillance, c'est de la responsabilité collective. Le savoir nager relève de l'individu à savoir nager. Sauf qu'entre-temps, effectivement, l'État va reprendre les choses en main pour obliger la natation dans les écoles, voire ailleurs. Donc voilà un petit peu, donc ça c'est important parce que dans la conception d'une profession, les maîtres nageurs partent du principe que, ils sont là pour prévenir les risques de noyade, que la thèse du nageur, qui est une compétence protectrice vis-à-vis de la noyade, est la compétence principale à avoir, et que leur métier, en tant que faire de la prévention des risques de noyade, c'est d'apprendre à nager pour se sauver. D'où la conception d'enseigner une natation de type utilitariste. D'accord ? Utilitariste, c'est-à-dire utile pour soi, utile pour se sauver. Et donc là, vous voyez bien une conception très forte. C'est un peu l'ADN des maîtres nageurs. C'est un peu leur ADN, historiquement parlant. D'accord ? Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Et puis les maîtres nageurs sont bercés entre l'altruisme, sauver les autres, je fais un métier de la sécurité, et puis en même temps le mercantilisme, c'est-à-dire le savoir nager, c'est un produit commercial aussi. Il ne faut pas se leurrer. Apprendre, il y a des bouquins, c'est apprendre en 12 leçons, c'est apprendre en 5 leçons. Ça, c'est véritablement vendre de la natation, marchandiser la natation. Donc les maîtres nageurs enseignent la natation scolaire à cette époque-là, jusque, je dirais, avant la Seconde Guerre mondiale. J'ai des verbatims dans des revues de maîtres nageurs où ils disent nous, on est à la piscine, on enseigne, et puis les instituteurs, ils ne rentrent même pas dans la piscine, certains. Ils ne sont pas là. D'accord ? Donc les maîtres nageurs, ma théorie à moi, c'est qu'ils enseignent la natation scolaire plus par la vacance d'un espace que par un réel ascendant. Vacance d'un espace, c'est-à-dire que l'éducation nationale n'est pas forcément hyper présente, elle ne forme pas au savoir nager les profs de PS, les instituteurs ne savent pas nager eux-mêmes, et puis les piscines sont pratiquement inexistantes. En 1933, il y a 38 piscines en France. Donc quand on va nager, à la limite, c'est dans la rivière au mois de juin, et puis c'est plutôt de la baignade, quoi. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Alors maintenant, on va aller sur là, pour vous montrer un peu la domination des maîtres nageurs au début du XXe siècle, je vous cite quelques maîtres nageurs, Paul Blache, Léon Verdon, qui était le directeur des Bains lillois, qui existe toujours, enfin la façade existe toujours, Louis Gauthier, je vais vous en parler parce qu'il a une méthode apprendre à nager avec une assiette, et vous allez voir que c'est très très intelligent, même si le titre paraît un petit peu comme ça folklorique. Charles Mace, qui va, lui, développer des écoles, des clubs de natation, c'est-à-dire qu'ils vont inventer aussi les clubs de natation, les passerelles entre l'école et les clubs. Pierre Neucom, qui va être plutôt sur la natation sportive, former les champions. L'Aliment, qui lui va insister sur nager sous l'eau. Quand il parle de plongée, ce n'est pas la plongée sous-marine, c'est nager, c'est savoir aller sous l'eau, c'est savoir rester sous l'eau. Chose qu'on a à un moment donné complètement oublié, les thèses de natation, c'était de la motricité de surface. Lui, déjà, dès 1900, ça devait être l'Aliment, c'est 1927. Non, nager, c'est dans les 3 dimensions de l'espace. Meister et Charles Joly, natation peut s'apprendre seul à sec, et puis ensuite, vous venez vous perfectionner avec des maîtres nageurs. Donc, quand vous lisez la littérature et quand vous lisez les publications de la revue de la PNF, vous êtes complètement estomaqué par la richesse de leurs écrits. Je ne suis pas là pour défendre une cause, hein, je vous rassure. Hein, d'accord ? Mais le constat, il m'a complètement bluffé. Là où on pense qu'on a inventé beaucoup de choses, il faut beaucoup d'humilité par rapport à ça. Beaucoup d'humilité. D'accord ? Donc voilà un certain nombre de maîtres nageurs parmi les plus connus de l'époque. Alors le problème par rapport à ces maîtres nageurs-là, c'est qu'ils sont pas regroupés. Hein, on est avant la création de la PNF. Il n'y a pas de qualification professionnelle, il n'y a pas véritablement un diplôme. Alors si, il y a un diplôme des voies navigables, ce qu'on appelle aujourd'hui les voies navigables. À l'époque, ça s'appelait les prud'hommes de la navigation. Et puis, il y a forcément un manque de reconnaissance sociale, d'utilité sociale. Et je pense, là aussi c'est une de mes théories, c'est ce qui va les impliquer après, c'est plus de temps de réfléchir sur la natation, c'est de se faire reconnaître. Et c'est ce qui fait qu'ils vont laisser un espace à d'autres, quoi. Et cet espace autour de la réflexion sur l'enseignement de la natation. Donc, Paul Buckler, première conception qui va être publicisée, diffusée, promue et qui va remporter un grand succès.
Alors Paul Bulck, c'est quelqu'un qui est formé par Démeny. C'est un gymnasiarque, hein, c'est quelqu'un qui, voilà, vous allez voir des photos après, c'est quelqu'un qui, ancien gymnaste, la natation, c'est de la discipline, c'est redresser des corps qui sont un petit peu tordus, c'est on apprend en randonnion, en colonne, etc. Donc, mais Paul Bulck, c'est les débuts d'une rationalisation de l'enseignement scolaire. Alors l'anecdote, à Tourcoing, qu'est-ce que l'on raconte, et qui est rapporté par Patrick Pélaillot, c'est qu'on est en plein hygiénisme. L'hygiénisme, le courant hygiénique fonctionne à plein à ce moment-là. On sort de la Première Guerre mondiale, il faut remettre de la santé dans la population française, et Gustave Dron est le sénateur-maire de la ville de Tourcoing. Tourcoing, à l'époque, dans le Nord, les villes sont riches. Il y a des industries, etc. Et donc, on construit les premières piscines. Suite à Paris, piscine de Tourcoing, c'est 1894, il y en a une deuxième en 1904. Donc il y a des piscines couvertes et chauffées. Et Gustave Dron débarque un jour, tout fier de sa piscine, courant hygiéniste, en sachant que dans les piscines, c'était aussi des bains-douches, c'est-à-dire qu'on allait se baigner, mais c'était aussi la propreté. Parce que la maladie, il fallait lutter contre la maladie à travers la propreté des corps. Je vous renvoie au saint et au malsain de Vigarello par rapport à ça. Et donc, Gustave Dron débarque dans sa piscine, et il tombe sur Paul Bulck, qui est le moniteur-chef de la piscine, et il n'y a personne, la piscine est vide. Et Gustave Dron lui dit, mais c'est quoi ce travail? Il n'y a personne dans cette piscine, j'ai dépensé des millions, parce qu'à l'époque, comme aujourd'hui, ça coûtait très cher, et il n'y a personne dedans. Et Bulck lui répond, ben oui, monsieur le maire, il n'y a personne, parce qu'aucun Tourquenois ne sait nager. Et donc, Dron lui demande, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et c'est là qu'à partir de ce moment-là, alors c'est probablement romancé l'anecdote, mais ça a dû se passer à peu près comme ça malgré tout. Et donc Paul Bulck lui dit, écoutez, on n'a qu'à apprendre à nager au Tourquenois, puis on remplira la piscine. Et la meilleure solution, c'est d'apprendre à nager aux plus petits, qui derrière vont continuer à venir nager, et puis transmettront derrière le savoir nager aux enfants, etc. Et donc il y aura toutes les générations vont entretenir cette culture de la piscine et de la natation. Et donc Paul Bulck, donc Gustave Dron dit à que cela ne tienne, on y va. Et Gustave Dron rend premièrement dans sa commune la natation obligatoire à l'école, organise des transports scolaires qui vont chercher les enfants dans les écoles et les amènent à la piscine. Et Paul Bulck, lui, va monter une équipe de maîtres nageurs, créer une méthode de natation. Alors vous allez voir, ça peut prêter à sourire, mais le contexte de l'époque, je le resitue, c'est une EPS plutôt correctrice, où il faut conformer les corps, parce que l'idée, on gouverne les esprits en gouvernant les corps. C'est-à-dire que des corps redressés, des corps disciplinés, sont des corps qui vont obéir à un contrôle social. D'accord ? Donc, il y a un ordre, une forme scolaire, et vous voyez des défilés scolaires, vous avez un véritable landy de la natation. Donc là, attention, ces gamins-là, alors là, c'est la piscine couverte, puis il y avait à côté la piscine découverte. Le bassin, c'est 49 mètres de long. Et donc, je vais vous sortir des chiffres statistiques, puisqu'on est en plein dans les statistiques. Et donc, ces enfants des écoles nageaient, alors non seulement ils nageaient, mais en plus ils nageaient en défilé, c'est-à-dire côte à côte, il fallait qu'ils aillent à la même vitesse. Donc, on faisait de la natation synchronisée avant l'heure. Essayez en termes de compétences de vous mettre à côté de quelqu'un et de nager à la même vitesse. Et par cinquantaine dans le bassin en même temps. Pas un qui rattrape l'autre. Donc, imaginez cette compétence-là. Là, vous avez Paul Bulck au travail avec son maître nageur. Alors, Paul Bulck, vous avez vu, pour l'anecdote aussi, il est habillé en gris-noir, et le maître nageur en blanc. Pourquoi ? Parce que dans les lainières, dans les industries textiles de Roubaix-Tourcoing, l'ouvrier était en blanc et le contremaître en gris. Et donc, ils reproduisent. Ça va être important parce que les maîtres nageurs, ils ont cette culture ouvrière. Et donc, forcément, en termes de conception, forcément, ça va jouer, notamment sur l'approche mécanique de l'apprentissage. Et donc, vous avez donc cette distinction entre Paul Bulck, le maître, qui est en train de redresser, donc là, ça renvoie aux théories du contrôle moteur, l'apprentissage moteur dans les années 70, où il fait de l'inscrire en mémoire, Adams, inscrire en mémoire, effectivement, par le contrôle du geste, le contrôle du mouvement, le mouvement idéal, comme s'il y avait un mouvement idéal. Je vous rappelle que Raymond Queteau
écrira plus tard comment l'homme construit sa natation, et non pas, ça ne vient pas d'une prescription extérieure. Et donc, voilà, Paul Bölk, quel ouvrage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Paul Bölk? Alors, d'abord, première chose, il y a un enjeu de formation important, c'est que, premièrement, c'est une natation gymnique et disciplinaire. Comme je vous l'ai dit, on redresse les corps, et l'éducation physique vient au service de la gouvernance des esprits. Deuxièmement, c'est une natation utilitaire. Forcément, c'est nager pour se sauver. Et troisième point, attention, c'est une natation qui va devenir de plus en plus sportive. On fête les 100 ans des Jeux Olympiques entre Paris 1924 et Paris 2024. On fête aussi les 100 ans de la victoire du water-polo, première fois qu'une équipe de sport co remporte une médaille olympique, médaille d'or olympique, en 1924. Cette équipe, vous la voyez sur la photo, elle est composée à 90% de Tourquenois. D'accord? Vous avez Paul Bölk qui est assis. Donc, il y avait ce qu'on va appeler les enfants de Neptune de Tourcoing. Donc, le club qui a été monté par Paul Bölk va devenir une véritable usine à champions. Et pour la première fois, il va y avoir cette passerelle entre l'école et le club. Deuxièmement, c'est aussi une première collaboration avec le corps enseignant, puisque l'ouvrage Méthode de natation, qui sera la méthode officielle de la Fédération française de natation jusqu'en 1953, est coécrit avec un instituteur qui s'appelle Descarpentry, qui deviendra prof d'éducation physique. Donc ça, c'est les mouvements 1, 2, 3, 4, qui faisaient faire à l'école dans sa salle de classe. Et après, ils allaient à la piscine. Et puis, il y a une approche forcément Bölk analytique. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne connaissaient pas l'équilibre, la respiration, la propulsion. Donc c'est une natation appareillée avec des applications des mouvements, c'est-à-dire qu'on réplique une motricité apprise à l'extérieur, suspendue par des surspentes grâce à des potences. Si je reprends en Roche les appareils auxquels sont confrontés les élèves, les modèles et structurent leur relation au monde. Donc ce n'est pas une confrontation directe à l'environnement, mais c'est une confrontation médiée par un système d'appareillage qui masque un petit peu le déterminisme du milieu aquatique. Cette méthode va s'exporter, notamment auprès d'Ernest Trozier, inspecteur de l'éducation nationale en éducation physique, qui va reproduire ça sur Paris. Vous avez ici ce qui se passe sur Paris. Donc, on revoit un petit peu la même chose, sauf que Trozier, son appareil, il était beaucoup plus souple. Paul Bölk, c'était une espèce de ponton où il y avait 8 élèves suspendus. Trozier, son appareillage est beaucoup plus souple. Il y a Eugène Meis, qui est un ancien footballeur professionnel qui est reconverti maître nageur, qui va développer ça au Lido, à Caen, etc. etc. D'accord ? Petites images, ça ne fait jamais de mal, vous allez voir et entendre. Alors, vous regardez ce qui se passe, un extrait très rapide de ce qui se faisait à Tourcoing, ça prête à sourire. Vous allez voir qu'après, quand je vais vous expliquer les choses, ça ne fait pas tellement sourire que ça, parce que vous allez voir que ces gens-là savaient bosser et ont obtenu des sacrés résultats, malgré tout. Donc, si je retrouve ma flèche, forcément, voilà, c'est parti. Un élève devant chaque appareil individuel. Suspendez-vous. Chaque élève engage la tête et les bras dans la boucle que forme la sangle en la plaçant sous les aisselles. Les anneaux de suspension dans la ligne médiane du corps. L'élève écarte les bras pour éviter tout retournement. Il est alors en position d'attente. En position, jambes fléchies, talons joints, pointe des pieds ouvertes. 1. Jambes écartées, bras en avant, jambes réunies. 2. Bras écartés, mains retournées. 3. Jambes et bras fléchis. 4. Ces exercices sont répétés 10 minutes environ. Changement de groupe. Pendant que les élèves du premier groupe terminent leur leçon, ceux du deuxième groupe se mettent silencieusement à l'eau dans le même ordre que les élèves du premier groupe. Changez. Les élèves du second groupe. Alors bon, malheureusement, je ne pouvais pas non plus, parce qu'on a des heures d'images. Ce sont des choses, ça on les a retrouvées, c'est un Patrick Pélaillot qui les a retrouvées dans le garage de la piscine de Tourcoing, qui était entreposé des films argentiques dans un coin. Il les a récupérés, on a payé très cher pour les numériser, et on a un témoignage fulgurant, hein, comme vous voyez, et je ne vous montre pas tout.
de ce qui se passe à Tourcoing. Je peux vous dire, c'est vraiment assez exceptionnel. Il faudra d'ailleurs qu'on en fasse un espèce de DVD, enfin, les mettre sur YouTube, parce que ça mérite vraiment, ça a vraiment le goût. Peut-être certains vous l'aviez déjà vu, mais ça fait toujours du bien de revoir ça. Donc, le programme de Paul Bulcke, c'est des objectifs disciplinaires et militaires, c'est des objectifs hygiéniques, puisque c'est l'époque, et des objectifs utilitaires. Il faut absolument savoir nager. D'ailleurs, quand j'entends certains maîtres nageurs, quand je vais sur les bords de bassin, et j'entends les anciens, ouais, ils ne savent plus nager, les gamins. Ils ne savent plus nager. Je peux vous dire qu'à Tourcoing, il fallait savoir nager. Il fallait absolument savoir nager. Et donc, alors, voilà, on peut se moquer, j'ai entendu sourire quand il y a eu les images. Attention, je ne suis pas un chantre de la méthode, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Les apprentissages, premièrement, c'était Paul Bulcke, c'était d'abord les nages essentielles. On commençait par la brasse, le dos brassé. Ensuite, on évoquait les nages d'évolution. C'est-à-dire qu'on commençait à mettre des bouées. Moi, j'ai appris à nager comme ça. Bouée, après les bouchons, on me retirait les bouchons, 3, j'étais super content, j'avais plus qu'un bouchon, super. Voilà. Puis à la fin, on me retirait tous les bouchons, alors là, c'était l'exploit, plus de bouchons. Donc, nage d'évolution, avec bouée, on réduit progressivement le nombre de bouchons. Et attention, il ne faut pas croire, chez Paul Bulcke, on apprenait aussi à se laisser flotter, il y avait de l'étoile, on apprenait à se situer. Quand on parle de lucidité là, dans les anses aquatiques, dans le savoir nager, se situer dans un environnement, se repérer. On se noie à 1,50 m du bord chez les moins de 6 ans. Généralement, étude aussi de Brenner, à moins d'1,50 m du bord. C'est-à-dire qu'on n'a pas su sortir de l'eau. Et surtout, on n'a pas su rester sur place. Et surtout, on n'a pas eu la lucidité de se dire, si je vais par là à droite, la distance, elle est certes plus longue, mais le bord, il est plat. Je vais pouvoir remonter. Je me rapproche de là où je peux sortir au plus près, sauf qu'il y a un mur que je ne peux pas franchir et je me noie d'épuisement. Donc là, se situer, Paul Bulcke le faisait apprendre. Et enfin, se reposer en eau profonde, c'est le surplace. Le modèle de Robert Stallman, les 15 compétences pour se protéger de la noyade, la compétence, ils l'ont mesurée la plus importante, c'est se maintenir sur place. Les tests en Norvège, sur place, c'est sur place 3 minutes. Demandez à vos élèves de rester sur place en grande profondeur durant 3 minutes, sans se fatiguer. D'accord? Donc ça, on le faisait à Tourcoing, avec Paul Bulcke. Et selon une pédagogie différenciée. Vous allez voir pourquoi, comment. Et une visée sportive, puisque derrière, on terminait par crawl d'eau crawl et d'eau crawlée, et les meilleurs partaient aux enfants de Neptune de Tourcoing. Pourquoi c'était une pédagogie différenciée? Parce que dans son invention avec ses poulies, on pouvait varier les poids de 500 grammes jusqu'à 4 kilos. Et en fonction du poids, votre corps, il s'enfonçait plus ou moins dans l'eau. D'accord? Donc, soit vous étiez complètement suspendu, et en fait, vous faisiez un travail à sec, ou soit parce que vous étiez plus débrouillé, eh bien, on mettait un poids de 500 grammes, et puis votre corps, il n'y avait pratiquement plus de retenue, quoi. Donc, Paul Bulcke différenciait, effectivement, mettait en place des éléments de différenciation dans ses apprentissages en fonction des ressources et des niveaux de pratique des élèves. Donc souvent, il y a cette caricature de la suspente et de cet apprentissage inconsidéré et inconsistant. Non, il n'était pas inconsistant, et il était bien plus que ça. Et d'ailleurs, au niveau des statistiques, parce qu'il faisait des statistiques. À Tourcoing, Patrick Pélaillot a retrouvé les stats. Et donc, il a noté, alors pour être précis, sur 1849 élèves. Alors les élèves, ça devait être des élèves qui correspondraient aujourd'hui 6e, 5e. 12 séances de 20 minutes. Au bout de 12 séances de 20 minutes, dans de l'eau à 18 degrés, sur 1849 élèves, il y a 1816 élèves qui franchissent la piscine de Tourcoing, 49 mètres de long, donc en eau profonde, sans reprise d'appui, et alignés sans se dépasser, à la même vitesse. Donc sur 1849, 1816 réussissaient à faire ça. Donc 98,5% de réussite à l'époque. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut peut-être faire le parallèle aussi, se dire, aujourd'hui, ça correspondra à quel niveau, voilà, quoi. C'est toujours intéressant d'aller là-dessus. Et puis donc cette pédagogie différenciée avec le système de poids. Voilà. Et puis, dernière chose que faisait donc Paul Bulcke, c'est cette fameuse passerelle qui a beaucoup fonctionné dans les années 60-70. Hein. L'école était un petit peu l'antichambre du club, qui a un peu disparu. Puis aujourd'hui, effectivement, avec l'interministériel, on aurait tendance peut-être à repartir vers ça.
Voilà, sur ce que je voulais dire sur Paul Bock. Dans le même temps, pour vous dire qu'il y a toujours des dominances professionnelles, dans le même temps, et avant la Seconde Guerre mondiale, vous aviez ce qu'on appelle la méthode globale, et ses partisans, elle existe quand même, mais elle a moins d'écho, tout simplement. Et donc, l'exemple, c'est le corps flottant. Eh bien, il s'illustre au travers de la méthode de Louis Gautier. Louis Gautier, c'est un acteur de cinéma muet, maître nageur, et il s'occupe de la section du savoir nager dans la Fédération française de l'éducation physique. Et donc, lui, il va prendre une méthode. Pourquoi prendre avec une assiette? Au départ, vous allez chercher une assiette dans de l'eau à 50 cm. C'est facile. Maintenant, vous allez chercher l'assiette dans de l'eau, il y a 1 mètre de profondeur. Ça commence à devenir plus dur. Et ensuite, il faut aller chercher une assiette dans l'eau à 1,50 m de profondeur. La poussée d'Archimède, la densité des corps, enfin, la flottabilité, etc. Là, ça devient plus compliqué. Les gamins prennent conscience, effectivement, qu'il y a une force qui les fait remonter, qui, les empêche de descendre, et s'ils descendent un petit peu, ils vont vite remonter. Donc, ça existe déjà, et avec des méthodes relativement originales, relativement intéressantes en soi. D'accord ? Et puis, il y a effectivement, dans des publications, j'ai repéré des choses où il y a du corps projectile et du corps propulseur. D'accord ? Et ça, on est avant la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Évidemment. D'accord ? Donc, la méthode globale existe, sauf qu'elle n'est pas capable, leurs pourfendeurs, enfin, leurs défenseurs n'ont pas été capables de la diffuser. Et puis surtout, cette méthode globale, elle n'a pas, pour l'instant, cette capacité à gérer des flux de gamins pour les faire nager en toute sécurité. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, il y a toujours cette peur du risque de noyade. Mais ne nous y trompons pas, et c'est là aussi, c'est très... Attention aux représentations erronées. Il y a un point commun entre ces deux conceptions, c'est que, qu'on soit sur du global ou sur l'analytique, la toile de fond, ça reste ERP, équilibre, respiration, propulsion. Alors j'essaie de vous montrer pourquoi. Thévenot, en 1678, comme je vous l'ai dit, dès ses premières lignes, il évoque l'ERP. Donc là, c'est une iconographie tirée de son ouvrage. On voit effectivement descendre dans l'eau, c'est compliqué. Et puis, seulement, en fonction du global et de l'analytique, on ne résout pas l'ERP de la même façon. Quand vous faites de l'analytique, eh bien, s'équilibrer, c'est se sustenter en position oblique, tête immergée. En global, c'est passer de la position verticale, du bipède, à la position horizontale, la position du nageur. En respiration, c'est s'organiser pour émerger constamment les voies respiratoires, d'où la nage, d'où la brasse en première nage. En global, c'est passer de l'expiration passive à une inspiration active à l'inverse. Et ça, c'est rarement abordé, je dirais, alors n'y voyez chez moi aucune critique, c'est rarement abordé frontalement en milieu scolaire. Et quand j'accueille les premières années en STAPS, j'ai fait nager, la première épreuve, c'est nager longtemps, 6 minutes. Il y a 10 ans, c'était nager longtemps, faire un 400 mètres. On est passé alors, au début, quand je suis arrivé étudiant, c'était 400, je crois que c'était 4 nages. De 404 nages, on est passé à 400 crawls. De 400 crawls, on est passé à 402 nages. De 402 nages, on est passé aux 400 crawls. Du 400 crawl, on a autorisé les 200 premiers mètres en crawl, puis après on terminait comme on pouvait. Et maintenant, on a 6 minutes et on fait comme on peut. D'accord ? Et vous avez des gens qui font 6 minutes sur le dos comme ça. Là, récemment, j'en ai fait passer, c'était lundi, 125 mètres en 6 minutes. 125 mètres en 6 minutes, pour être clair et précis. D'accord ? Quelqu'un qui sort d'un parcours scolaire. Donc là, effectivement, le problème respiratoire, pour l'illustrer, probablement qu'à l'école, là aussi, c'est peut-être un souci. Comment résoudre les problèmes respiratoires ? Pourtant, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus, mais il y a une publication dans la revue EPES dans les années 90 sur la résolution des problèmes respiratoires. Et puis la propulsion, ne pas basculer vers l'avant avec les bras, d'où la brasse aussi qui rééquilibre pour ne pas basculer vers l'avant, et surtout pas mettre la tête dans l'eau, qui va justement poser les problèmes respiratoires. Et donc ça, c'est aussi le point de départ dans les pédagogies analytiques, c'est-à-dire cette propulsion qui, si je fais du crawl, je pose le problème respiratoire, et dans l'analytique, il faut justement éviter de poser de problème respiratoire. Donc voilà un petit peu, l'ERP est présent, sauf qu'il est traité différemment en fonction que je suis un partisan de la méthode globale ou un partisan de la méthode analytique.
Alors, je vais encore vous faire rire, parce que je suis un peu là aussi pour ça, pour vous faire rire. Voilà ce qui se passait aussi dans les années 60, puisqu'on est en 1960 exactement. Je vous laisse regarder, puis on va commenter. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le film. Je vous laisse regarder, et puis je commente après. Monsieur Dupré, vous êtes l'inventeur de cet appareil. Y a-t-il déjà un nom? Oui, provisoire. Autonageur. En effet, il fallait y penser. L'autonageur. On est déjà sur les noyades, hein. Lutter contre les noyades. À cette époque-là, il y a à peu près 5000 décès, enfin 2500 Et comment vous décès est par venue noyade l'idée par de an. fabriquer cet engin? Eh bien, écoutez, j'ai eu de très grandes difficultés à apprendre à nager moi-même quand j'étais très jeune, enfin, vers 15 ans. Et alors, j'ai pensé que s'il existait un jour un appareil qui puisse reproduire le mouvement de la brasse d'une façon mécanique, eh bien, mon Dieu, ça faciliterait grandement la tâche de la jeunesse. Et vous estimez qu'au bout de combien de temps cet élève saura vraiment nager? Eh bien, je crois qu'avec 3 séances de 3 minutes chacune sur l'appareil, avec 2 repos de 3 3 fois minutes 3 minutes, également, vous savez nager. eh bien, il peut se mettre à Qui l'eau fait avec mieux? une bouée au départ, et ensuite, après un quart d'heure d'entraînement avec la bouée, il doit pouvoir quitter insensiblement les éléments de la bouée, et au bout d'une demi-heure, nager sans bouée. Donc, méthode exceptionnelle. Je peux vous dire, des farfelus comme ça, on en a vu débarquer à l'Université de Lille. Des gens qui, une fois, nous demandaient ce qu'ils pensaient. Il avait inventé la nage hélicoptère. Et mathématiquement, il avait calculé qu'on pouvait nager plus vite avec cette nage hélicoptère qu'en crawl. Donc, ça a toujours existé. Mais maintenant, plus sérieusement... Monsieur Dupré, vous êtes l'inventeur de cet appareil. Y a-t-il déjà un nom? Oui, L'idée, vous voyez, jusqu'aux années 60, l'idée, c'est qu'il y a... par rapport à ce qu'a mis en place Bulck, Trozier et compagnie, c'est qu'il y a un prolongement de cette idée de mécanisation de l'enseignement, d'accord, notamment chez les maîtres nageurs. Alors, comment je peux expliquer ça? C'est que j'ai fait dans mon enquête, dans ma recherche, j'ai essayé d'avoir les zones de recrutement social des MNS. Et effectivement, ils sont d'origine populaire, sans être péjoratif, hein. Donc, origine ouvrière des MNS qui incorpore l'idée... je fais référence à la sociologie du corps machine, c'est-à-dire que le corps, c'est un instrument de travail, c'est un outil, et donc il y a une espèce j'apprends les mouvements par un système de mécanisation, avec un ingénieur qui prescrit comment réaliser les meilleurs mouvements possibles, pour pouvoir nager le plus efficacement possible. Et derrière, il y a aussi cette idée que ces maîtres nageurs qui ont quitté l'usine pour arriver sur les bords de bassin, une espèce de renoncement pédagogique aussi, c'est-à-dire que c'est facile de tourner la manivelle. Que ça à faire. Un petit peu comme quand je suis à l'usine, quand je suis à la chaîne sur la ligne de production. Donc il y a une espèce d'analogie aussi comme ça qui peut expliquer cette idée-là. Et puis aujourd'hui, je suis tombé là-dessus, où j'ai été un peu effaré, la méthode bois-palot, c'est tout nouveau, apprendre à nager avec du matériel de flottaison pour sécuriser l'apprentissage, approuvé par la FMNS. Alors attention de ne pas confondre avec la FNMNS et le SNPMNS, qui sont des gens beaucoup plus sérieux. D'accord, je vous rassure. Et donc, la FMNS, donc, avec un vieux monsieur, il y a un article dans un journal sérieux qui s'appelle Slate, qui est interviewé et qui dit qu'effectivement, c'est un scandale d'apprendre à nager sans matériel, puisqu'on parle de matériel de grande profondeur, parce que les enfants, on fait courir un grand danger aux enfants, etc. etc. D'accord ? Donc, chez les maîtres nageurs, outre l'origine ouvrière, qui peut expliquer l'aspect qui soit favorable à une pédagogie appareillé, mécanisé, béquillé. Eh bien, il y a aussi cette dimension, il ne faut pas l'oublier, commerciale, qui n'a pas fait le maître nageur l'été, en saison, ici dans la salle, et qui n'a pas proposé des forfaits à 10 leçons avec planche ceinture. Hein, d'accord ? Donc, il y a cette notion de marketing où il faut rassurer les parents, et rassurer les parents, ben, c'est le matériel de flottaison qui rassure les parents. Donc voilà, vous voyez, on a Paul Bulck. Paul Bulck, il construit quelque chose d'intelligent pour rationaliser l'apprentissage. Et puis en même temps, vous avez des maîtres nageurs qui commencent à se développer, qui sont reconnus, mais qui viennent d'un monde populaire, de l'usine. Et ce système pédagogique les arrange, les convient. On est moins dans la réflexion, on est moins dans... J'ai des verbatims aussi de maîtres nageurs qui disaient moi, je jurais mon cateau, je ne comprenais rien. Donc, il y a ça aussi. Donc, je reviens sur comment dirais-je,
ma conception dans l'histoire. Donc en 1933, je vous ai évoqué la noyade de Gien. Il y a cette notion qui revient très fort, la notion de natation scolaire obligatoire. Donc entre 1933 et 1939, c'est quelque chose qui apparaît très fort et qui en plus, de manière très étonnante, est poussé par les maîtres nageurs sauveteurs. Forcément, je vous rappelle, leur nom, c'est professeurs de natation. Ils s'appellent comme ça, leur association, leur groupement professionnel. Et pour eux, l'enjeu de faire de la natation un enseignement obligatoire à l'école, ils s'imaginent devenir des profs de natation à l'école. C'est leur enjeu. Et donc, quand on parle de profession, Weber parle de profession de foi. Donc, c'est l'ADN de ce groupe professionnel qui défend l'idée, et je reprends les écrits de la PNF en 1934. Là, c'est un ouvrage qui est une espèce de voilà, leur profession de foi qui date de 1935, dont j'ai réussi à récupérer l'exemplaire. C'est assez fantastique, leurs écrits. Ils défendent l'idée d'une natation utilitaire qu'ils souhaitent rendre obligatoire dans les programmes d'éducation physique, à enseigner dans le cadre d'une nouvelle branche de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il n'y aurait même pas l'EP. Il y aurait l'EP d'un côté, la natation qui existerait de manière indépendante. C'est leur souhait. Et faire en sorte que l'enseignement de la natation, du sauvetage et des premiers soins soit donné dans les établissements scolaires. D'accord ? On est en 1934. C'est-à-dire que nous, on parle de littératie aquatique, avec l'environnement, des apprentissages globaux, connaissance de l'environnement. Ils y sont déjà. C'est se sauver les autres, être capable de porter secours à d'autres, connaître le secourisme. Ils y sont déjà. Et donc, l'enseignement de cette matière, donc, en parlant de natation, il la considère comme une matière à part entière, revient de droit à nous, professeurs de natation. Vous voyez, donc là, il pose véritablement donc, voilà, le point de démarrage aussi de cette concurrence, avec une frontière qui va s'instaurer de plus en plus forte entre l'éducation nationale et les maîtres nageurs sauveteurs. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a un personnage qui est souvent oublié de l'histoire, pourtant qui a une importance capitale. C'est Émile Schöbel, qui sera d'ailleurs l'enseignant à l'ENSEP de Raymond Queteau, au passage. D'accord ? Donc Émile Schöbel, il écrit un précis de natation scolaire. Et qu'est-ce que dit le précis de natation scolaire ? Il dit la chose suivante, c'est que, premièrement, ça va être le premier à dépasser l'approche techniciste, d'accord, telle que l'envisageait Paul Bolk. Il met l'élève au centre de l'activité, d'accord, donc il parle de plaisir, il parle de motivation. Je vous rappelle que dans les règles de la littératie physique et de la littératie donc aquatique, eh bien, on parle beaucoup forcément de plaisir, de compétences cognitives avec voilà, cet aspect motivationnel. Il considère que la mise en confiance est un préalable avant d'aborder les techniques de déplacement, c'est-à-dire que le côté affectif, le côté émotionnel, le rapport à l'eau, le rapport à la grande profondeur est capital selon lui. Donc là aussi, c'est la première fois que c'est évoqué. Il lit l'histoire de l'enseignement de la natation à l'école, parce que si la natation arrive à l'école, c'est probablement grâce à lui. Si la natation voilà, ça va être un enjeu fort pour l'école, Schöbel a une part très active à ça. Et ils forment des profs de paix, c'est la natation, là où ils n'étaient pas du tout. Et on va commencer à apprendre à nager à l'école avec un souci de massification. À partir de Schöbel, voilà, il faut que tout le monde sache nager. Il y a cette idée-là, politique, philosophique. La natation participe de l'éducation générale de l'enfant. Donc on est avant le socle commun des connaissances et des compétences. Vers une culture aquatique, être à l'aise dans l'eau. Tiens, l'aisance aquatique aujourd'hui, qui deviendra donc l'aisance aquatique. Et j'ai repéré cette formulation, ce concept d'aisance aquatique, il est utilisé pour dans son sens moderne, aujourd'hui actuel. Pour la première fois, je l'ai repéré dans un texte de 2008. Okay. Et instaure et développe trois choses. Premièrement, la phase de familiarisation. Premièrement. Donc le fameux ERP, je me confronte à l'eau directement, sans matériel, sans être suspendu, sans travail en dehors de l'eau préalable. Ceci dit, après, il repasse par la brasse. C'est-à-dire que ça va être l'inventeur de la méthode mixte, je dirais. Je fais à la fois de l'analytique et du global. Et puis ensuite, le perfectionnement. Donc on va vers quand même une approche ensuite techniciste, malgré tout. Et puis le sauvetage devient un contenu important de la natation. Et là aussi, à partir de Raymond Queteau, enfin les ouvrages qui vont sortir après 1965, la question du sauvetage, des techniques de sauvetage, va plus apparaître dans les ouvrages. C'est le dernier, je dirais Schöbel, c'est le dernier qui considère que l'apprentissage, ça s'apprend, parce qu'il y a une perspective aussi de natation utilitaire. Et donc, voilà, Schöbel a apporté beaucoup de choses.
notamment chez les profs de PS, puisqu'il les a formés à la natation et à l'enseignement de la natation, dont l'héritier direct sera Raymond Cateau, d'accord ? Sauf qu'effectivement, il fait partie des oubliés de l'histoire, comme dans toute grande histoire, il y a forcément des oubliés. Schöbel en fait partie. Et donc, je pense que c'est important de revenir là-dessus, parce que son implication vers les profs de PS et vers la natation à l'école est immense, son héritage est immense, et donc ça va conditionner tout le reste, notamment dans ce fameux rapport éducation nationale avec Ménès. Alors Émile Schöbel, c'était un prof de PS, et il était professeur à l'ENSEP, l'École nationale supérieure de l'éducation physique. Il a travaillé il était impliqué aussi dans les milieux de l'éducation populaire. Voilà. Donc c'était l'éducation avec un grand E. Alors, excusez-moi, c'est vrai que je n'ai pas précisé son pédigré. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, il y a toute une série de textes. Le premier texte, fondamental, tout bassin d'accès payant doit être surveillé, qui donne en fait naissance officiellement, parce que l'État prend en charge les risques de noyade, eh bien, il donne naissance à une profession un métier, je dirais, de service public, qui va s'occuper de la surveillance et du savoir nager. Donc, série de textes de loi autour de politique publique de prévention des noyades, de natation et de démocratisation de la natation entre 1951 et 1962. Il va y avoir aussi, alors vous connaissez ça mieux que moi, la politique de l'unicité du maître. L'instituteur, il sait tout faire, y compris apprendre à nager. Il y a la création des corps de conseillers pédagogiques, de circonscriptions départementaux en 1959. En 1960, ce sont les conseillers techniques régionaux qui apparaissent. Et donc, on sent bien l'État ça, c'est ce qu'on appelle une action publique, une politique publique. On va mettre des moyens. Et donc, on va aller chercher dans le corps des profs de PS des gens qui vont pouvoir conseiller les maîtres pour qu'ils puissent justement mettre en place cette natation et bien d'autres choses. Il y a l'opération 1000 piscines. Après les ressources humaines, on met en place les équipements, les 1000 piscines, et c'est à partir de ce moment-là, l'éducation nationale devient un acteur pilote de la démocratisation de la natation. Bien plus que la Fédération française de natation, bien plus que les maîtres nageurs. Tout simplement parce que dans l'esprit de l'État, au travers de ce que j'ai pu comprendre, c'était très facile de diffuser la natation auprès de qui diffuser la natation, si ce n'est auprès des enfants, auprès de la jeunesse française. Or, la jeunesse française, elle se trouve où dans la journée ? À l'école. Donc c'est dans l'école qu'effectivement on peut faire de la natation et enseigner la natation principalement. Je dirais, au moins on touche tout le monde, sans distinction de rang social. Non, l'école peut faire ça. Canton, les tournesols, il y a 4, alors il y a eu 3 vagues. La dernière vague, c'est carrément une industrialisation. Alors je pourrais aussi vous faire l'histoire des 1000 piscines, mais c'est effectivement ces petits bassins qui étaient en fait des bassins d'apprentissage, et les maîtres nageurs étaient contre, ils appelaient ça la boîte à chaussures. Alors là aussi, c'est très significatif par rapport aux nageurs en milieu naturel. Les maîtres nageurs considéraient que savoir nager, c'était quels que soient les milieux. Et ils considéraient que des petites piscines, des bassins d'apprentissage, non seulement il y aurait moins de maîtres nageurs à embaucher, d'accord, et puis aussi d'un point de vue pédagogique, ils considéraient que ça n'était pas représentatif de ce qu'est la natation en milieu naturel. Et qu'il fallait des bassins beaucoup plus grands et de la grande profondeur, parce qu'on transférait le milieu naturel dans un milieu artificiel. Donc ils étaient contre au départ cette politique des petites piscines qui n'étaient que des bassins d'apprentissage, qui devaient être temporaires, ça devait durer 10 ans. En plus de cela, est venu s'ajouter ce qu'on appelait les BAM, les bassins d'apprentissage mobile. Au début des années 70, on a chargé des maîtres nageurs, jeunesse et sport, de faire les camions se garaient dans la cour d'école, et on faisait de l'apprentissage dans la cour d'école dans les camions. Donc, opération 1000 piscines et l'éducation nationale qui commence à décider par des 2 circulaires, coup sur coup en 1965, qui sont capitales, qui considèrent que, 1, la natation, c'est du ressort de l'éducation nationale, et que 2, l'enseignement de la natation, c'est du ressort des enseignants de l'éducation nationale. Et donc là, vous avez un premier recul des maîtres nageurs sauveteurs qui va être très difficile à vivre pour eux. Avec un IGEN, dont je ne citerai pas le nom, mais bon, personne ne doit le connaître, ça remonte qui dit que les maîtres nageurs, en fait, ne sont que des palliatifs qu'il va falloir écarter. D'accord ? Donc ça, j'ai aussi le verbatim. Donc là, on voit que
C'est clairement affiché. Hein. Et vous avez une circulaire de 77 qui est le triomphe de la pédagogie moderne, c'est-à-dire que de 65 à 77, il y a toute cette série d'ouvrages dont je vais expliquer après, qui sortent avec toute cette réflexion autour de l'enseignement de la natation, dont va sortir gagnant Raymond Cateau, puisque la circulaire 77, c'est les 17 repères, c'est ce qu'appellent les maîtres nageurs la trame Cateau, hein, cette fameuse trame d'apprentissage par palier. Je vais expliquer après voilà, comment ça s'est déroulé. Les maîtres nageurs, de leur côté, eh bien, en sociologie des professions, on parle de segments. Et donc, cette natation institutionnelle, cette natation scolaire rendue obligatoire, c'est probablement un segment qu'ils sont en train de perdre, probablement. D'ailleurs, ils s'en rendent compte. Le groupe appelle de ses voeux la natation obligatoire dans les écoles, à élargir son enseignement en faveur des scolaires du premier degré et sur tout le territoire, afin de lutter contre le manque de nageurs en France. Il y avait aussi cette dimension sportive. Les maîtres nageurs se servaient des manques de résultats de la natation française pour dire, attendez, en France, non seulement on ne sait pas nager, mais on n'a pas de champion. Voilà, vous avez besoin de nous. Imposer la natation dans les programmes scolaires dès le plus jeune âge, et aller vers un brevet unique de natation scolaire. Encore une fois, on n'a rien inventé. Hein. Dont ils envisagent d'être le contre-signant. Alors le contre-signant, c'est-à-dire, ils proposent, on va faire des brevets scolaires de natation, l'Institut signe, et nous on signe à côté. Sous-entendu, on est aussi impliqués dans l'enseignement de la natation. On est toujours là. Ne nous oubliez pas, on est toujours là. D'accord ? L'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Alors, le dilemme des maîtres nageurs, c'est que, et ça, c'est un CPD EPS qui me l'a évoqué aussi dans un verbatim un peu brûlant, ils disent, ben voilà, l'école va dans les piscines qui appartiennent aux municipalités, la municipalité embauche des maîtres nageurs, il faut remplir leur emploi du temps, or, dans la journée qui vient à la piscine, elle est scolaire. Donc, les maîtres nageurs, on ne va pas se contenter d'en faire des surveillants. Il faut qu'ils aient un emploi du temps qui fasse, à l'époque, 40, 42 heures. Et puis, il y a aussi ce qui va arriver alors, je n'ai pas raconté aussi la construction de ce métier-là, mais il y a aussi ce qu'appelle Hughes le sale boulot et la tâche noble. Et les maîtres nageurs qui sont en train de se sédentariser. Avant, c'était les anges gardiens de la plage. Ils ont laissé ça au CRS, ils ont préféré se fixer dans les piscines parce que c'était là où se situait pour eux l'avenir de la profession. Et donc, ils se sont bien rendus compte que dans les piscines, la tâche noble, ce n'était pas la surveillance, il n'y avait pratiquement rien à faire et très peu de danger, tout compte fait, et que la tâche noble, c'était l'enseignant. Donc, retour aux origines, professeur de natation. Donc, ils perdent le segment qui est représentatif de leur tâche noble. Donc, imaginez-vous le dilemme. D'accord ? Pour eux, c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué qu'ils vont être accusés, fin des années 70, mais alors très salement. Ils vont être accusés d'être de très mauvais pédagogues. Alors rappelez-vous, ce sont des ouvriers, la mécanisation, à une époque où il y a Raymond Cateau, voilà, et puis d'autres, Vivençon, je vais en parler après, qui sont en train de révolutionner l'enseignement de la natation. Donc imaginez-vous le contraste entre des gens qui sont encore sur des méthodes archaïques, enfin, la plupart d'entre eux, parce que les leaders du groupe sont déjà très avancés, et puis des pédagogies dites modernes qui sont en train d'émerger de toutes parts. Et donc, alors que, et c'est là où c'est un peu triste pour eux, parce que quand on voit ce qu'ils avaient imaginé, c'est quand même assez impressionnant. En 1962, il y a le vice-président de la FFMNS, il a le projet, il va se battre 10 ans vis-à-vis de l'État par rapport à ça, ce qu'il appelle le Code de l'eau. Le Code de l'eau, c'est tout simplement ALFAC, le projet de recherche qu'on est en train, c'est-à-dire cette natation plaisir, cette natation à la fois sécuritaire, utilitaire, et puis en même temps s'ouvrir à d'autres enjeux environnementaux, etc. C'est le Code de l'eau en 1962, alors quand ils avaient démarré dans les années 50. L'État leur refusera ce projet-là. Alors, bien évidemment, il y a forcément, derrière, c'est la légitimité d'une profession qui est en jeu. Ils ne le font pas non plus que pour les gamins, hein, on s'entend bien. Hein. Mais toutes les professions réagissent comme ça, il ne faut pas se leurrer. En 1970, c'est les premiers, et là, il faut remettre aussi les choses en place. C'est les premiers, et ils avaient expérimenté en 68-69 à avoir un projet sur l'école. Alors, eux, ce qu'ils avaient appelé, c'est l'école française de natation et de sauvetage nautique. Là-dessus, des tractations avec le ministère, là aussi assez au carton, parce que leurs leaders, ça rigolait pas. Hein. J'ai des verbatims où ça chauffe, quoi. Et donc, la Fédé natation va mettre la pression, parce qu'elle veut avoir son école natation.
Il ne s'agit pas de se faire piquer le truc par la MNS. Et donc le ministère Jeunesse et Sport va couper la poire en deux. À l'époque, ils inventent ce qu'ils appellent un comité consultatif des activités de natation, où ils ne mettent pas les maîtres nageurs. Éducation nationale, fédération de FFN, c'est tout. Et donc ils vont dealer. OK, on vous accepte dans le comité consultatif natation, mais par contre, vous lâchez le projet de l'école française de natation, on transforme ça en ENF, l'école de natation française. Et on va reprendre, vous savez, les dauphins, etc., on va reprendre leur concept au sein du ministère Jeunesse et Sport qui va décider que, bon, voilà, c'est l'école de natation française et c'est la FFN qui pilote. Donc, deuxième gros échec du groupe. Et puis en 1971, il y a, à l'époque, forcément, le groupe explose, parce que face à ces échecs répétés, ben forcément, dans l'histoire d'un groupe professionnel, ça explose. La FFMNS devient FNMNS, FMNS, etc., etc. Et dedans, il y a leur nouveau président qui veut lutter, veut dire non, on n'est pas des mauvais pédagogues, au contraire, c'est nous les spécialistes. Eh bien, il monte un plan d'organisation d'enseignement de la natation française où il imagine les passerelles avec les clubs, des niveaux d'apprentissage, ce qui est fait actuellement avec les anses aquatiques. Et même chose, l'État, le Jeunesse et Sport, va leur refuser ce nouveau plan d'organisation. Donc, vous voyez, j'ai encore combien de temps? Allez, encore 10 minutes. Très vite, 10 minutes. Alors, pour expliquer vite fait, donc, voilà un petit peu ce qui se passe dans les années, fin des années 60, début des années 70. Vous avez, en même temps que 1965, les fameuses instructions, vous avez le tiers-temps pédagogique où on instaure effectivement la pratique d'activités physiques, les activités d'éveil, etc. Et puis, vous avez toute une pléthore de publications qui sortent avec, je dirais, 3 grands types, 3 grandes familles de natation. Une motricité de déplacement, Cato, Menot-Zins, au CAPES. Menot et Cato étaient tous les 2 jurés au CAPES, et donc chaque étudiant avait sa propre fiche en fonction de sur qui il allait tomber, parce que c'était 2 natations différentes. Vous avez la natation correctrice qui va avoir beaucoup de succès chez les maîtres nageurs, et puis vous avez le fameux éveil aquatique. Vivençant, il va faire des expériences sur les 4-6 ans. Ça vous dit quelque chose, les 4-6 ans? C'est les anses aquatiques aujourd'hui. En 1973, Vivençant à Bordeaux. Va de pied, laissez-le faire. Laissez-le faire. Et en 1970, il y a plusieurs commissions interministérielles qui travaillent sur le nager sauvé et on parle de comportement adapté au milieu. Et donc, ça va donner aux instructions 77, eh bien, la natation, on ne parle plus de natation sportive, bien évidemment, on parle d'activité d'adaptation au milieu aquatique, avec les fameux 17 repères. J'accélère malheureusement. Raymond Cato, Raymond Cato, alors vous connaissez, donc je vais vite. Il passe de Ding Dang Do en 1977, qui va révolutionner, notamment dans le monde scolaire, l'approche de l'enseignement de natation. Forcément, les maîtres nageurs vont s'en imprégner, jusqu'en 2015, la natation de demain, voilà, qui a le fameux conceptualisé très très bien, le corps pesant, le corps flottant, le corps projectile, le corps propulseur. Vous aurez le diaporama, il n'y a pas de problème. Simplement, je voudrais rajouter, Raymond Cato a été parfois mal lu, mal compris. Et c'est une démarche qui est parfois mal maîtrisée. C'est une démarche qui prend du temps, encore plus de temps si elle est mal maîtrisée, et elle est assez longue. Ce qui fait aussi que les maîtres nageurs, pour eux, c'était trop long. Il fallait aller plus vite, il fallait plus de rationalisation dans l'enseignement. Aujourd'hui, on parle de goulotier. Moi, je suis effaré quand je suis sur une bord de piscine. Je débarque en septembre, je vois les gamins faire de la goulotte. Je reviens 3 mois après, les mêmes gamins, ils sont toujours en train de faire de la goulotte. Là, je me pose quand même quelques questions. Apprendre, c'est aussi prendre des risques. Apprendre, pour moi, c'est aussi prendre des risques. Je ne vais pas vous montrer le film Ding Dang Do, vous l'avez déjà vu, ou si jamais vu, vous allez sur YouTube, vous trouverez Ding Dang Do. Et puis, je termine la dernière période concernant cette rupture entre les maîtres nageurs et l'éducation nationale. Il y a vraiment une période très noire, c'est fin des années 80 jusqu'aux années 2000. Les maîtres nageurs font leur livre noir, ils souhaitent qu'il y ait une égalité entre eux, spécialisés en natation, ils se déclarent non plus professeurs, mais au moins enseignants sportifs spécialisés, c'est ce qu'on trouve dans leur littérature. On est des enseignants sportifs spécialisés. Ils auront une telle influence, notamment que ça débouchera sur le fameux éducateur, les TAPS, dans les collectivités territoriales. Il y a une circulaire de 87 qui achève d'achever l'instituteur au cœur du dispositif. Il intervient constamment et activement. Donc là, on veut que le prof il soit en maillot de bain dans l'eau avec les élèves, c'est clair. Il y a l'agrément qui débarque, cette notion-là qui est l'épicentre du conflit. Circulaire de 2004, alors ça va être une bombe,
c'est la notion d'agrément pour les bénévoles, notamment les parents, qui a priori ne sont pas des spécialistes d'enseignement, pour arriver sur une circulaire en 2017 qui atténue les choses. On parle de réputé agréé, c'est-à-dire si je suis ETAPS, ma carte professionnelle est à jour, bon, je suis agréé, je n'ai pas passé par les filtres, les fourches caudales systématiques de l'inspecteur. Donc, division du groupe par rapport à ça, cette notion d'agrément, ça va faire exploser le groupe. Illusion perdue quant à l'avenir de leur profession ou reconnaissance de l'État. C'est-à-dire qu'il y a certains MNES qui disent quand j'ai l'agrément, ça veut dire que l'État, via l'éducation nationale, reconnaît que je suis un enseignant à part entière. Et puis il y en a d'autres qui disent l'agrément, en fait, c'est une façon déguisée de nous écarter. Donc si ça vous indique, enfin si ça vous parle, vous pourrez aller lire le partage des eaux, vous trouverez ça. Qu'est-ce qu'on reproche l'éducation nationale? Qu'est-ce qu'elle reproche? Donc là, ce sont des verbatims que je suis allé recueillir chez des conseillers. L'absolutisme du groupe homogène, c'est-à-dire qu'on fait des groupes de niveau, systématiquement. La surexploitation de l'évaluation diagnostique. La première séance, on la consacre, alors qu'en 5 minutes, ça pourrait être réglé, on la consacre à l'évaluation. De manière générale, la standardisation de la démarche, c'est-à-dire qu'on a appris la trame Cato, ils disent la trame Cato, donc on applique la trame Cato, un peu comme l'ouvrier le ferait à la chaîne. C'est exactement la même idée. Donc, divergence des cultures professionnelles et organisations. D'un côté, l'ordre scolaire versus le monde des MNS, l'approche globale versus les dérives technicistes, le besoin d'encadrement des élèves versus la nécessité de rationaliser l'occupation des bassins, les jeux de pouvoir par rapport à l'agrément versus les enjeux éducatifs, quel savoir nager, la légitimité de droit des profs des écoles contre la légitimité de fait des MNS. Vous pourrez avoir le diapo, il n'y a pas de souci. Dans les années 80, on est un petit peu partagé entre l'analytique et le global. Vous avez des méthodes combinatoires, c'est variable. Dans les années 90-2000, vous avez un contexte dans l'EPS, c'est la transposition didactique, c'est la pédagogie différenciée, on vit ces grandes heures-là, moi j'ai été élevé à ça. L'évaluation certificative, vous avez des bouquins, dont un hyper important, mon maître, mon professeur Patrick Pelayo, je plaisante. Réactualisation du savoir nager, du savoir se sauver, le fameux Péchot-Marot. Ceci dit, je plaisante à peine parce que le Péchot-Marot, s'il avait fait un brevet, il serait peut-être pas milliardaire, mais au moins millionnaire. Parce qu'en fait, tous les tests d'aujourd'hui ne sont que des dérivés du Péchot-Marot. Et quand je demande à Patrick Pelayo, à Didier Chollet, je leur pose la question, je dis, mais à l'époque, en plus j'avais participé un petit peu aux expériences à l'époque, je dis, mais à l'époque, est-ce que vous avez pris en considération la noyade? Parce qu'aujourd'hui, c'est la noyade qui revient. Et ils me disent, mais à l'époque, il n'y avait pas d'épidémiologie de la noyade, comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les 2 ans, 2-3 ans, vous avez Santé publique France qui fait une épidémiologie assez importante. Ils disent, nous, on n'avait pas ça. Nous, ce qui nous intéressait, c'était le fait que, alors je ne sais plus comment ils m'avaient expliqué ça, mais c'était ce qui les intéressait, c'est qu'il fallait rentrer en rupture avec le test continu, le fameux 50 mètres, où il s'était aperçu que dans des jurys d'instit, dans des jurys de sapeurs-pompiers, il s'était aperçu qu'en fait, les gars, ils étaient capables de faire 50 mètres, mais au 49e mètre, ils étaient saoulés, ils récupéraient la perche, ils avaient quand même touché le mur, allez, on validait. Mais c'était des nageurs. Donc le test continu en surface ne validait aucunement la compétence du savoir nager, bien évidemment. Alors, collaboration là-dessus, je ne vais pas le faire, c'est simplement vous montrer le modèle sur lequel j'ai travaillé. Comment saisir une relation interprofessionnelle? Retenez ça, comment saisir une relation interprofessionnelle? Il y a une configuration, je suis parti d'un modèle théorique de Norbert Elias, avec des systèmes d'interdépendance. Parce que ce qu'on remarque, c'est que les instituts sont dépendants des maîtres nageurs, comme les maîtres nageurs sont dépendants des instituts. Et cette relation d'interdépendance, comment elle se gère? Elle se gère localement, et elle débouche sur ce qu'on appelle les ordres négociés, et elle débouche sur ce tableau, très rapidement. Il y a le MNS qui est à sa place, institutionnellement parlant, le MNS qui prend de la place, le MNS à la place 2, et le MNS sans place, c'est-à-dire celui qui va s'opposer. Vous trouverez ça dans l'article, et puis vous pourrez récupérer le diaporama, il n'y a pas de souci. Je termine pour conclure quand même. Sur les identités d'action créées par une expertise, donc d'un côté, vous avez des MNS, leur identité, c'est plutôt la natation utilitaire, et vous avez des généralistes, les professeurs des écoles, qui sont le pivot du système de l'enseignement de natation, avec les conseillers, bien évidemment, les inspecteurs, où on est plutôt sur une natation institutionnelle. Madame l'inspectrice générale a donné tout à l'heure justement les préceptes de cette natation institutionnelle. Et donc, s'il y a un rapport de force, c'est que la preuve de l'existence d'un collectif avec des difficultés normales à trouver le bon équilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut, voilà, quel genre de natation on va mettre en place? Et ce genre de natation, probablement, il est fait par les hommes et les femmes qui sont sur le bord des bassins.
Et donc d'un côté, natation utilitaire versus natation institutionnelle. Qui va remporter le match? Qui va remporter le combat? Et donc, il y a des enjeux de redéfinition des frontières professionnelles derrière tout cela, qui va avoir une conséquence sur les méthodes d'enseignement, et qui, forcément, dans certains endroits, on sera peut-être plutôt sur du savoir se sauver, dans d'autres, on sera plutôt sur une natation EPSN. Voilà, ça va dépendre de l'influence et de la présence du conseiller pédagogique. Voilà, ça va dépendre de plein de choses. Toujours est-il, intérêt à savoir nager. J'ai fait ma petite enquête. Sur Internet, regardez les bénéficiaires de la natation. Quand ils disent pourquoi c'est intéressant que tu saches nager, dans les scores, 5, il faut que je sache nager pour pouvoir me sauver. Savoir nager, c'est fondamental, c'est d'abord pour me sauver. L'hygiène, l'aspect socio-économique, ça ne coûte pas cher, un maillot de bain, l'altruisme, tout ça, ça ne compte pas. Chez les promoteurs de natation, je suis allé voir Fédération française de natation, je suis allé voir Éducation nationale. À quoi ça sert savoir nager? Sécuritaire, 13. D'accord? C'est-à-dire que la représentation du savoir nager, ça reste, malgré tout, savoir se sauver. Aujourd'hui, par rapport aux publications, quand vous regardez les publications, je trouve que les contenus se diluent. Ça part dans tous les sens. Nager santé, nager forme santé, le bois pas l'eau. Donc des contenus qui se diluent malgré tout, des diplômes qui se démultiplient. Donc il va falloir s'y retrouver dans tout ça. D'accord? Et donc pour s'y retrouver, et j'irai, alors sans faire le procès de l'éducation nationale, hein, je suis prof de PS, je ne me permettrai pas, mais depuis 2004, il y a toute une série de textes où on saisit les tâtonnements. Et c'est normal. On parlait effectivement d'enjeux différents. Tout à l'heure, j'avais envie de répondre à la question tout à l'heure, mais bon, on va laisser faire. Mais effectivement, derrière, il y a une richesse de la réflexion. La natation, elle a toujours été comme ça. Historiquement parlant, il y a toujours eu des guerres de territoire, des guerres d'enjeux éducatifs, etc. Alors, nous, on a peut-être une solution à Lille, dans la grande tradition lilloise, c'est de réconcilier tout le monde. Et réconcilier tout le monde, les compétences protectrices, évidemment, les pouvoirs de l'élève, parce qu'une compétence, c'est quoi? C'est un pouvoir, une compétence face à un risque. Et donc, l'ambition portée par François Potvin et puis toute l'équipe lilloise, avec Léa Mekabis, à Thésard, et c'est ce qui va vous parler cet après-midi, c'est qu'à un moment donné, nous, notre ambition, c'est de relier le modèle de Stallman, qui est plutôt une natation utilitaire, des compétences protectrices, avec la littératie physique, qui est, je dirais, être capable de s'engager dans la vie physique pour la vie entière. Et donc, comment faire rejoindre ces deux dimensions-là, EPSienne d'un côté, utilitaire de l'autre, et c'est tout l'enjeu du projet ALPHAC. Et donc, pour faire la transition avec cet après-midi, François Potvin va tenter une épistémologie de l'enseignement à la natation, c'est-à-dire, à un moment donné, tel cadre théorique, par exemple celui de Robert Stallman, les 15 compétences, ça renvoie à quel concept théorique, quels enjeux éducatifs et quel type d'enseignement. En sachant que dans la compétence, il n'y a pas un one best way. Le one best way, c'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'une seule voie. Non, ça n'existe pas, ça. La compétence, c'est la performance, peu importe comment j'y arrive. Peu importe comment j'y parviens. Je vous remercie. Merci Fabien pour cette présentation, ce retour historique sur les deux corps, côté éducation nationale et maître nageur sauveteur, qui bien sûr repositionne les enjeux de collaboration, coopération dans les piscines. On a le temps pour 1 à 2 questions avant de vous laisser partir déjeuner. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaite poser une question, à une remarque pour Fabien Camporelli? Oui. Ou à la gare, t'inquiète pas, à la gare. Ah, d'accord. Bonjour, Aurélien Berriot. Donc, moi, je travaille au service départemental de la jeunesse, de l'engagement du sport des Côtes-d'Armor. J'ai fait aussi un master en sociologie du sport, donc votre présentation me parle. Et est-ce que ce clivage entre l'éducation nationale et les maîtres sauveteurs ne vient pas aussi du fait du manque de légitimité de l'EPS? J'avais lu Michel Attali qui nous disait qu'on cherchait à se démarquer des APS sans renier leur nature afin de répondre aux objectifs de l'école et d'inscrire l'EPS dans un fonctionnement convergent avec les autres enseignements.
Et du coup, cette vision de recherche de légitimité, il y a des nouvelles formes de réussite qui se mettent en place et qui sont en opposition avec ces logiques de maître nageur. C'est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. Donc je te renvoie au système des professions, qui est un cadre théorique de la sociologie de Chicago. En fait, peut-être que le manque de légitimité de l'EPS d'un côté, je vais le regagner de l'autre. Et donc, m'occuper de la natation, quitte que ça soit au détriment des MNS ou des fédérations, en sachant que la natation, c'est éminemment, politiquement, philosophiquement, c'est éminemment important. Donc c'est un moyen, effectivement, pour l'EPS et l'Éducation nationale de regagner un peu de légitimité, quitte à ce que ça se fasse au détriment d'autres groupes professionnels. Mais ça, c'est le jeu de toutes les professions. Des MNS qui sont issus nécessairement du milieu ouvrier. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont souvent issus de la filière STAPS. Alors, c'est pas parce que vous êtes issu de la filière STAPS que vous n'êtes pas issu du non monde plus, populaire. mais pas que. Alors, j'ai mesuré au travers. Alors, l'article, là, il est soumis à la revue STAPS, donc peut-être qu'il sortira, j'espère qu'il sera accepté. Et donc, j'ai fait une enquête avec un groupe avec des tests d'homogénéité. J'ai 822 MNS interviewés qui sont représentatifs des 17 992 MNS actuellement détenteurs d'une carte professionnelle. Et donc, par rapport aux diplômes MNS, BESAN et actuellement le BP et les diplômes universitaires, donc on a 3 types de générations. Il y a les moyennes d'âge. Vous verrez, si l'article sort, il y a des tableaux avec les moyennes d'âge. Donc, il y a 3 générations différentes. Et ce qu'on constate, contrairement aux profs de PS, on constate l'homogénéité de la zone de recrutement social. C'est-à-dire, aujourd'hui comme hier, les MNS sont issus des classes populaires. Contrairement aux profs de PS, donc je vous renvoie à Marion Serzanski, dans le dernier article, mais il y a des tas d'articles sur les profs de PS, qui montrent qu'en fait, la zone de recrutement social des profs de PS augmente en même temps que la profession de prof de PS se valorise au cours de l'histoire. Donc là aussi, c'est une particularité des MNS, ça reste des gens qui sont aussi des milieux populaires. Est-ce qu'ils n'ont pas, pour bon nombre, ils sont passés par les mêmes filières pour autant? Vous pouvez répéter? Est-ce qu'ils ne sont pas passés pour beaucoup, notamment les profs de PS et les MNS, sont souvent des gens qui sont souvent passés par la filière STAPS? Donc ça veut dire que au sein de la filière STAPS, il y aurait un tri qui serait quand même... Il y a une compétition, il y a les perdants, il y a les gagnants, et puis il y a l'entre-deux, ceux qui perdent un peu moins. Il y a un chapitre dans mon travail de thèse qui s'appelle la reconversion heureuse. C'est-à-dire qu'il y a des anciens STAPS qui disent bon, ok, j'ai loupé le CAPES, ok, j'ai pas pu poursuivre dans mes études, je me suis arrêté en licence 2, mais voilà, j'ai eu le concours d'étapes, et aujourd'hui je suis CETAPS, je suis directeur d'un service de sport, et tout compte fait, je ne regrette pas. Là où je voulais en dire aussi, c'est que quelque part, donc, il y a quand même une culture commune, mais peut-être aussi des carrières qui sont un petit peu... Alors, il y aura de plus en plus des cultures communes, mais attention, la culture, elle ne se fait pas sur les bancs, la culture professionnelle, elle ne se fait pas sur les bancs de l'université, elle se fait sur les lieux de travail, et c'est là où les choses se distinguent. Il y a peut-être aussi quelquefois certaines aigreurs dans le fait quelquefois quand ça peut arriver. S'oriente vers la filière STAPS. Il y a probablement un travail à fournir là-dessus. Ça s'appelle la reconnaissance professionnelle, effectivement. C'est pas que je ne veux pas répondre, mais là, on a un train dans 3 quarts d'heure, je crois. Alors, voilà, on va être obligé de stopper les échanges. Merci à tous. Merci encore, Fabien. Tu fais l'annonce? Alors, voilà, on va voir la pause déjeuner. Elle va être d'1 heure, on reprendra à 13h45. Donc, il y a un buffet.